Écoutez, je pense que voilà, donc il est 17h47-48, il est temps de commencer. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents donc, pour cette présentation de ce certificat en traitement prudentiel BAL3 et sa finalisation. C'est un titre long, effectivement, mais on avait du mal à pouvoir tout mettre pour être clair. Donc voilà, c'est un peu long, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Donc l'idée sur ce temps qu'on consacre à cette préparation, à cette présentation, c'est vous expliquer. Donc ça va durer 30 minutes à peu près. Les questions pourront être posées au fil de l'eau ou sur le chat ou alors en fin de session. Nous allons l'enregistrer tout simplement aussi pour pouvoir vous permettre de le revisionner, nous aussi de le garder donc, et de le reposter sur notre site et sur LinkedIn. Voilà. Donc, sur cette présentation, donc, nous allons vous parler un petit peu donc, de ce certificat et de sa reconnaissance et de sa visibilité actuelle dans le monde de la profession bancaire. Donc, vous présenter aussi les intervenants, pourquoi ça a été construit et quels sont les différents, à qui c'est concerné. Donc, Evelyne va vous parler aussi du contenu, donc, donc des différents modules et vous expliquer brièvement ce qu'il y a dedans. L'accompagnement donc, que l'on va apporter donc, tout au long de ce parcours qui dure quand même 17 jours et la finalisation donc, de ce parcours avec une sanction, avec une remise d'un certificat. Evelyne, je te laisse la main, si tu veux prendre la main pour présenter ce slide-là. Oui, donc effectivement, le but du certificat, c'est vraiment de pouvoir avoir une certification sur une vision complète de ce qu'il y a absolument à savoir en termes de réglementation prudentielle et de risk management. Le constat qu'on a fait, c'est qu'effectivement, les contraintes prudentielles et réglementaires sont sans cesse croissantes. Et on n'avait pas encore proposé aux différentes personnes intéressées une vision un peu globale de tout ce qu'il faut absolument savoir. Donc, on a proposé justement ce certificat-là pour permettre à chacun d'être dans une démarche de progrès personnel, mais aussi de pouvoir être reconnu par ses pairs, reconnu par la profession en termes de compétences et de connaissances sur les sujets prudentiels. Je passe à la suivante. Donc, les intervenants, donc, Evelyne, tu peux peut-être te présenter un peu l'équipe aussi. Voilà, je te laisse la main aussi, ça sera peut-être plus simple. Donc, effectivement, on est une équipe de plusieurs intervenants. Certains sont sur plusieurs types de sujets, d'autres sont plus spécialisés. Mais l'idée, effectivement, c'est qu'on peut vraiment vous présenter un panel important d'intervenants, que ce soit moi-même, que ce soit Henri Jacob, Yannick Lucotte, ou Louis Fay, Julien Dima, Bad Waladi. Certains d'entre nous sont même associés au cabinet, Yann Aluli. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un panel de compétences qui sont pluridisciplinaires sur les sujets de risk management, dont certains sont plus sur les sujets de fonds propres, d'autres sont plus sur les sujets de risque de crédit, risque de marché, risque de liquidité, risque de taux. L'idée, vraiment, c'est que vous puissiez avoir comme ça plusieurs intervenants, plusieurs approches pédagogiques, mais toujours coordonnées dans notre cadre général qui est donc le cadre de ce certificat. Et donc, ça permet comme ça de bénéficier de personnes expérimentées qui ont des parcours riches sur les sujets de risk management. Et grâce à leurs multiples interventions, vous pourrez comme ça bénéficier de tout cet apport-là. Donc, on a vraiment tenu à avoir un panel d'intervenants diversifiés aussi. Et tout ça, c'est mis en musique donc, par Evelyne, qui a la capacité de répondre à toutes les demandes, si vous voulez, qui peut intervenir sur toutes les thématiques. L'idée, c'est pas qu'elle intervienne sur tout, mais qu'elle ait une vision globale du parcours pour que ce soit construit. Il faut qu'il y ait un vrai fil directeur pour arriver donc à l'examen. Tout à fait.
Donc, ce parcours donc, qui dure 16 jours exactement, on me dit 7 jours parce qu'il y a 16 jours et une demi-journée, donc une demi-journée, 1 heure d'examen, donc c'est pour ça qu'on marque 17 jours. Il est destiné, donc, comme il est précisé là, sur les fonctions de contrôle middle et back-office, du risk management, reporting financier et réglementaire, de l'audit et l'inspection, des services comptables et financiers, communication financière, superviseur externe et fonctions de direction. C'est assez large. C'est à peu près les publics que l'on a eu depuis 2020 que ce certificat a été fin 2020, si je ne me trompe pas, qu'il a été créé. Je dis ça sous ton contrôle, Evelyne, si les populations qu'on a eues, est-ce qu'il y a eu d'autres populations ou d'autres... Est-ce que tu as une autre... Non, non, on a effectivement un public très varié. On a aussi parfois des consultants aussi qui se joignent à nous dans ce type de parcours-là. L'idée vraiment, c'est que à la fois pour ceux qui sont déjà experts et qui ont besoin de valider un certain nombre d'acquis, il y a matière justement à pouvoir approfondir les différents sujets, mais aussi pour ceux qui sont vraiment un peu débutants sur le sujet, on a un parcours progressif qui permet à chacun justement, par rapport à son background initial, de pouvoir monter rapidement en compétences. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est sûr qu'on a un panel de participants potentiels relativement large. C'est aussi pour ça que dans le certificat, on a aussi plusieurs formules qui sont proposées. Il y a la formule de ceux qui préfèrent suivre la totalité du cycle, soit en continu, soit espacé dans le temps au cours de l'année, ou alors certains qui peuvent cibler certains modules qui les intéressent particulièrement. Donc, on a vraiment ce côté un peu flexible en fait dans l'approche parce que justement, ça s'adresse à tout type de personnes qui pourraient être susceptibles d'être impactées ou intéressées ou impliquées dans les sujets de réglementation prudentielle. Indépendamment du background initial, on peut vraiment rentrer dans le moule au moment où on le souhaite, en fait. Donc, là, il y a une petite coquille qui traîne. Là, c'est pas 18 jours, c'est 17 jours, donc que j'ai oublié de changer. Donc, dans les thématiques, donc, elles sont énumérées ici. Je vais les reprendre plus en détail dans le slide suivant. Donc, ce sont des thématiques qui sont dans un certain ordre. Donc, il y a un ordre qu'on a considéré pédagogique. Après, il y a des permutations qui peuvent se faire en fonction des besoins, mais il faut peut-être pas trop, enfin déjà commencer par BAL3 l'essentiel, je pense que c'est la première à faire. Donc les durées, vous les avez là. C'est des formations qui sont planifiées plusieurs fois durant l'année, un minimum 2 fois. C'est des formations qui sont faites en bloc continu. Quand vous regardez par exemple BAL3 l'essentiel, vous avez une formation le 1er juin, le 7 juin, 9-10 juin pour les fondamentaux du risque de crédit, 16-17 juin. Donc voilà, donc ça se succède si vous voulez. De façon à pouvoir faire des blocs complets. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces parcours sont ouverts un peu à tous, mais aussi on reçoit souvent des personnes qui viennent de l'étranger et pour eux, c'est beaucoup plus facile de s'inscrire pour éviter les allers-retours. Donc, ils s'inscrivent sur une durée de 15 jours consécutifs, de 17 jours consécutifs et ça le permet. Excusez-moi, il faut que je réponde. Il y a un participant qui vient de rentrer. Voilà, donc des parcours qui s'échelonnent donc au mois de juin et au mois de novembre-décembre. À chaque fin juin et fin décembre, vous avez donc une préparation et un examen donc avec une soutenance orale. Donc c'est rodé, ça fonctionne. Ce sont des modules donc qui sont naturellement mis à jour en fonction de l'actualité. Donc ça évolue beaucoup. Donc ça se fait automatiquement par les animateurs et Evelyne. Oui, effectivement. Et donc, justement, le fait d'avoir proposé différents créneaux, comme ça permet à chacun de construire un peu son parcours par rapport à ses propres contraintes personnelles. Donc, c'est aussi cette flexibilité-là qu'on propose justement dans l'enchaînement. Et donc, si vous regardez, donc, on a dans les thèmes, donc on a une première formation qu'on appelle BAL3 l'essentiel. Donc, c'est une formation un peu panorama qui reprend un peu l'historique déjà des formations BAL, parce que comme vous voyez, aujourd'hui, on parle déjà de, entre guillemets, BAL 3, finalisation de BAL 4, finalisation de BAL 3, donc on est déjà à la saison 4, et c'est un peu compliqué de raconter une série en commençant par la saison 4, donc
c'est toujours intéressant de pouvoir un peu, pour ceux qui justement n'ont pas eu l'occasion de se plonger vraiment dans ces sujets-là depuis longtemps, d'avoir un peu un chronogramme de tout ce qui s'est passé depuis. Donc justement, dans le cadre de la formation BAL 3 à l'essentiel, on prend le temps de rappeler un peu la chronologie, pourquoi on a dû faire toutes ces réformes, quels sont les apports de chacune de ces réformes-là. On reprécise les sujets des 3 piliers de la réglementation baloise, les principaux ratios, donc le pilier 1, le pilier 2, la partie aussi sur le pilier 3 avec la transparence financière. Donc, ça permet d'avoir vraiment un bon dégrossissement de ces sujets prudentiels-là. Ça permet de pouvoir aussi avoir un peu les premiers mots-clés sur lesquels on va s'appuyer pour dérouler les autres modules. Et finalement, les modules qui suivent sont des approfondissements du module BAL 3 à l'essentiel, c'est-à-dire que tous les principaux thèmes sont présentés au cours de cette formation-là, BAL 3 à l'essentiel, et après on va zoomer, alors on vous a parlé du risque de crédit dans BAL 3 à l'essentiel, donc on va faire un focus de 2 jours pour vraiment dérouler ce qui est attendu sur le risque de crédit. On vous a parlé du risque de marché. On va faire un focus de 3 jours pour vous dérouler ce qu'il y a sur le risque de marché. Et par exemple, si je prends le cas donc des fonds propres, vous avez parlé des fonds propres dans BAL 3, dans BAL 3 à l'essentiel, on va dérouler ce qu'il y a sur les fonds propres. Et là, on va expliquer les différentes natures de fonds propres. Le risque de crédit, à la fois, on va expliquer comment calculer RWA, que ce soit en méthode interne ou en méthode standard, mais aussi, on va aussi reparler des fondamentaux un peu du risque de crédit, c'est-à-dire comment on gère les créances NPL. Pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là, vous savez que c'est un sujet de préoccupation majeure de l'EBA aujourd'hui, de pouvoir réduire significativement le stock d'NPL. Donc, on va parler de ces sujets-là aussi. Donc, on va parler à la fois de la partie un peu technique de calcul d'exigence de fonds propres, parce que c'est quand même aussi ça le cadre prudentiel. Mais on va aussi parler vraiment de la matière même du risque de crédit, comment on le gère, parce que c'est vraiment un certificat à la fois prudentiel, mais aussi de risk management. Donc, on va aller dans ce niveau de détail-là. Pareil pour le risque opérationnel. On va à la fois présenter vraiment les attentes en termes de dispositifs de gestion de risque opérationnel, les cartographies des risques, comment on gère la fraude, comment on gère les risques de cybersécurité, etc. Et après, on va aussi parler de la partie fonds propres, c'est-à-dire comment on calcule l'exigence de fonds propres avec le risque au titre du risque opérationnel, en intégrant bien sûr à la fois le dispositif actuel et le dispositif de finalisation de BAL 3/CRR 3 à venir, puisque comme vous savez probablement, on va avoir donc la CRR 3 qui va bientôt être publiée probablement au courant de l'année prochaine pour entrer en vigueur en 2025. Et donc, il y aura une évolution dans le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel. Et là, on va pouvoir l'intégrer. Pour le risque de marché, c'est un risque qui peut rapidement devenir assez technique. Donc, on a pris l'option de prendre vraiment 3 jours pour expliquer vraiment dans le détail les différentes attentes sur le risque de marché. Et aussi, même, on va repasser pour ceux qui n'ont peut-être pas forcément le background, on va repréciser par exemple ce que sont les produits dérivés, comment fonctionnent les marchés financiers, et après on va vraiment aller en détail pour permettre à chacun de pouvoir vraiment s'approprier cette matière-là. Et bien entendu, on va parler des sujets de calcul d'exigence de fonds propres, que ce soit dans les méthodes standards, les méthodes avancées. Et il y a donc ce point important qui est la FRTB, la Fundamental Review of Trading Book. Pour ceux qui se sont déjà pensés sur le sujet, c'est un sujet qui peut rapidement devenir extrêmement complexe, mais on a pris le temps justement, c'est pour ça qu'on part sur 3 jours de formation pour vraiment vous donner le temps de vous approprier l'essentiel de ces sujets-là. Ensuite, on va parler du risque des liquidités, un risque qui est absolument fondamental, qui a été mis en lumière depuis BAL 3. Donc, on va à la fois déjà montrer un peu quelles sont les règles vraiment de base de gestion du risque de liquidité, comment ça se manifeste. Il y a les sujets notamment de liquidité intrajournalière sur lesquels il faut que les banques s'améliorent encore. On va expliquer quels sont les principaux ratios réglementaires, donc
LCR et NSFR, qui sont les principaux ratios qu'on doit calculer aujourd'hui, quelles sont les méthodologies de calcul, quels sont l'objectif de ces ratios-là. On va parler aussi des éléments de suivi de la liquidité additionnelle, donc tout ce qui est coût de financement, concentration des sources de financement, etc. Donc, on va vraiment avoir un tour d'horizon pour que vous ayez les bases vraiment pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est attendu aujourd'hui comme dispositif de suivi de la liquidité. On va parler du plan de financement. Ensuite, risque de contrepartie. Donc, c'est vraiment, comme je vous ai dit, le test de la formation BAL 3 l'essentiel, c'est vraiment le chapeau, panorama, et on va tirer les fils de chaque thème qui aura été présenté en fait pendant cette formation-là. Et donc, il y a par exemple le sujet sur le risque de contrepartie et les ajustements XVA. Donc là, effectivement, on va présenter les différents aspects du risque de contrepartie. On va présenter les notions de CVA, de XVA. On va expliquer effectivement comment fonctionne par exemple la SACCR, qui est la nouvelle méthodologie de calcul de l'exigence de fonds propres au titre du risque de contrepartie. On va montrer aussi les évolutions qu'il y a à venir, actuelles et à venir sur le calcul, par exemple, d'exigence de fonds propres sur le risque de CVA. On va expliquer aussi, puisque ce n'est pas qu'une histoire de calcul d'exigence de fonds propres, il y a aussi un dispositif de gestion opérationnelle, en fait, du risque de contrepartie et de gestion du risque CVA, notamment. Donc, on va aussi expliquer quelles sont les attentes du superviseur par rapport à ce risque-là, à la fois le dispositif actuel et ce que prévoit la CRR3. Pour l'IRBB, le risque de taux dans le portefeuille bancaire, pareil, on va aussi expliquer un peu, donc on va expliquer comment on mesure le risque de taux, quelles sont les manifestations du risque de taux. On a une guideline de l'EBA qui est très structurante, qui définit les attentes, notamment par rapport au risque de taux et qui précise notamment les différents seuils des supervisories à l'IRTES. La CRR2 a encore renforcé un certain nombre de ces critères-là, donc on va repréciser ça. Pour le risque de concentration, les grands risques, on va également aussi présenter les évolutions de la CRR2 sur les grands risques, et on va également préciser notamment les attentes de l'EBA sur le dispositif de gestion des dépassements de limites, puisque l'EBA a fait une guideline l'année dernière qui est rentrée en vigueur en début de cette année, qui précise ses attentes par rapport à ce dispositif-là, donc ce sera intéressant de l'avoir. Donc, toujours dans cette logique-là, donc là, avec ce tour d'horizon, on a déjà bien mis en place les bases vraiment du risk management et aussi les bases de calcul des exigences de fonds propres, notamment dans le cas du pilier 1. Et là, maintenant, on rentre dans le pilier 2, c'est-à-dire que dans ce pilier 2, on a tout ce qui est le SREP, le Supervisory et Review Evaluation Process, qui manifeste en fait cette forme de relation un peu babysitting flic entre le superviseur et la banque. On va montrer effectivement quelles sont les attentes, comment se passe ce SREP, quelles sont les conclusions possibles en sortie du SREP. On va parler d'ICAP, qui est le processus absolument fondamental pour pouvoir déterminer le bon niveau de fonds propres avec lequel la banque doit fonctionner. On va parler de l'ILAP aussi, qui est le processus jumeau pour la liquidité. On va parler d'appétit au risque, on va parler des plans de rétablissement. Donc, tous ces éléments-là vont permettre justement de pouvoir avoir une vision complète du pilier 2, qui est aussi structurant, sur lequel il y a beaucoup d'attentes. Et on va montrer aussi comment ce pilier 2 va évoluer, a évolué déjà avec la CRR2 et va éventuellement encore évoluer avec la CRR3 et la CRD6. Ensuite, maintenant, on va aussi présenter le dispositif de résolution, parce que vous savez qu'effectivement, depuis les années 2015-2016, on a commencé à parler de résolution, de dire comment on passe du régime de bail-out où on utilise l'argent des fonds publics pour recapitaliser une banque qui a fait faillite, vers le régime de bail-in où effectivement on utilise l'argent des créanciers et des actionnaires de la banque pour recapitaliser la banque. Donc il y a tout ce dispositif-là qui a été mis en place avec le fameux Conseil de résolution unique qui est un peu le garant du dispositif en Europe. Et dans l'idée justement de ce dispositif de résolution, c'est de voir les métriques comme le TLAC, Total Loss Absorbing Capacity, comme le MREL, qui sont donc les exigences de fonds propres et de dettes subordonnées dont la banque doit se doter pour pouvoir se
permettre ce bail-in, c'est-à-dire cette recapitalisation en cas de faillite avec l'argent des actionnaires et des créanciers. On va expliquer vraiment toute la chronologie de cette logique-là. On va expliquer quelles sont les différentes attentes vis-à-vis des banques par rapport au régime MREL, comment on calcule les banques, comment comprendre les nouvelles dettes subordonnées qui sont actuellement émises massivement par le marché et les différentes attentes que nous, on a, que les régulateurs ont vis-à-vis des banques. Donc, quand on a fait ça, on a fait vraiment le tour d'horizon des sujets que vous devez absolument maîtriser aujourd'hui pour pouvoir dire que vous êtes, entre guillemets, crédible en termes de dispositifs prudentiels. Et là, effectivement, on va proposer en fin de parcours une synthèse, finalisation de BAL 3, où on va, donc finalisation de BAL 3 / CRR 3, où on va récapituler les principales mesures qui ont été identifiées comme structurantes dans le cadre de la CRR 3. Donc, ça permettra de reconsolider un peu. Et donc, suite à ça, on aura fait le tour de la partie un peu contenu à revoir. Et donc, on aura maintenant une grande journée où on va faire des révisions, où on va repasser un peu sous forme de QCM, sous forme d'études de cas, sous forme de discussion. On va rebalayer l'ensemble des sujets qu'on aura vus pendant toutes les journées de formation. Ça va permettre de consolider énormément aussi. Donc, pareil, pour le jour de préparation, il y en a qui le prennent plusieurs jours avant la date de soutenance pour avoir le temps de mûrir encore plus. D'autres le font juste la veille, donc toutes les formules sont possibles. Mais ce jour de préparation, il est vraiment un jour où on a l'occasion de reposer des questions, repréciser des notions qu'on a peut-être vues, qu'on a plus ou moins bien assimilées pendant les différents parcours. C'est l'occasion aussi de se remettre en cause, de se dire est-ce que je suis totalement à l'aise sur tel ou tel sujet. Et du coup, nous, en tant qu'animateurs, nous sommes là justement pour consolider, pour répondre aux différentes questions. Et au-delà de ça, il y a un accompagnement personnalisé qui est prévu en fait tout au long du parcours. C'est-à-dire que en général, vous allez voir assez rapidement, vous aurez nos mails, on pourra s'appeler tout au long du parcours s'il y a des questions. Donc, il y a toujours un accès relativement aisé vis-à-vis des différents formateurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est prévu dans le parcours. Ce qui est aussi prévu dans le parcours, c'est le fait que justement, on a fait cette progression pédagogique là pour que quel que soit son background initial, du moment où on rentre dans le train suffisamment tôt, on peut justement remonter les choses. Donc, il y a une progression pédagogique. Donc, pour ceux qui disent, par exemple, moi, j'ai une compétence initiale plutôt faible en dispositif balois, bah, en partant de BAL 3 l'essentiel et en suivant le parcours, en s'impliquant, parce qu'il y a quand même une forme d'implication aussi personnelle à avoir, on peut vraiment remonter remonter complètement la compétence et donc pouvoir avoir vraiment une forme d'assurance en fin de parcours sur sa maîtrise des différents sujets. Donc, c'est vraiment ça l'idée du dispositif. Et donc, en fin de parcours, donc à la fin de toutes ces parties-là, on a donc une soutenance qui se tient sous forme d'oral, en fait, où il y a un sujet d'étude de cas qui est proposé. On a une demi-heure pour préparer, sachant que pareil, le but, c'est pas de piéger, entre guillemets, les participants, dans le sens que normalement, si on a bien suivi sa journée de préparation, on a bien posé toutes les questions, on a bien compris tous les exercices qu'on a fait, il n'y a pas de surprise. Normalement, on est largement capable de faire sa soutenance. Donc, il y a une demi-heure de préparation où on va vraiment préparer une présentation, puisque là, du coup, c'est le candidat qui devient le prof, qui devient l'animateur pour le coup. Donc, il y a une préparation à préparer et après, on a une demi-heure où on présente son cas. Et pendant cette demi-heure, il y a aussi potentiellement des questions du jury pour approfondir des points ou pour préciser des points. Et là, on clôt le parcours.
Et pareil aussi, assez rapidement à la fin de la présentation, on est débriefé par le jury. Donc, il n'y a pas, on n'est pas, entre guillemets, perdu pendant des jours à se demander si on a son certificat ou pas. Donc, il y a un débrief à chaud et chacun peut échanger sur les sujets. Et assez rapidement, la partie de remise de certificat est planifiée. Donc, voilà, c'est un peu ce parcours-là qu'on vous propose pour vraiment devenir crédible sur ces sujets prudentiels-là, qui sont, comme a dit Karim dès le début, sans cesse foisonnants, sans cesse, ça bouge énormément. Si vous regardez aussi, on a à cœur de vous alimenter très régulièrement avec justement des actualités, parce qu'on est conscient du fait que ça bouge énormément. Et donc, justement, le fait d'avoir mis ce dispositif en place fait qu'on a une assurance comme quoi ce qu'on vous présente, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pointu et de plus à jour, en fait, par rapport à ce qui est attendu, en fait, en termes d'attente réglementaire. Voilà. Il y a un point que j'ai oublié de préciser tout à l'heure sur les modules de formation. Donc, c'est basé sur des formations inter, bien sûr, qu'on a retravaillé, réarticulé, complété par rapport à ce qui existait pour en faire un parcours. Ces formations sont faites en présentiel, sont faites en distanciel, sont faites en mixte. Donc, vous êtes libre de choisir la façon dont vous voulez suivre cette formation-là. Il n'y a plus de contraintes. Maintenant, le Covid est passé par là, donc ça simplifie les choses, je dirais. Donc, voilà, vous avez le choix de vous positionner quand vous voulez, soit en présentiel, soit en distanciel. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, merci pour votre présentation, c'était vraiment très clair. J'ai juste une petite question concernant le temps de l'examen, parce que la formation, elle a l'air très dense et je me dis que l'étude de cas, d'avoir juste 30 minutes de préparation, est-ce que c'est pas un peu court? J'imagine que l'étude de cas va porter sur tous les sujets et c'est pour ça que je me demande si ça sera assez. Alors, on a éprouvé déjà le concept, hein, c'est-à-dire qu'on a déjà plusieurs personnes, ce certificat, comme disait Karim, on l'a lancé depuis 2020, plutôt même fin 2019. Donc, on a déjà éprouvé le concept. Et en général, c'est assez. Après, pour vous dire vrai, quand c'est moi qui passe le jury, on n'est pas à 30 minutes près. D'accord. Ça peut, Voilà, si ça peut rassurer certains. Merci, Oui. ça me rassure. Comme disait Evelyne, l'idée, c'est pas de vous piéger, hein. L'idée, c'est vraiment, c'est un certificat d'établissement. L'idée, c'est vraiment que vous ayez acquis quelque chose à la sortie. C'est ce qui nous préoccupe le plus et c'est pour ça qu'il y a un vrai, comment dirais-je, un vrai suivi donc, de votre montée en compétences de façon à ce que vous acquérez ce qu'il faut acquérir à la fin de ce parcours. Okay. Merci. Vous avez employé le terme de certificat d'établissement. Ça signifie que c'est pas un certificat, comment dire? C'est pas un diplôme, reconnu, un certificat maison, en fait? Tout à C'est fait, ça? c'est un certificat maison. On pourrait, si vous voulez, donc, il y a plusieurs étapes, hein. Donc, un certificat, c'est un certificat d'établissement. Il n'a pas de, voilà, il n'est pas reconnu au niveau national. Pour aller plus loin, c'est-à-dire le déclarer au niveau du RNCP, enfin l'équivalent du RNCP, c'est quelque chose qui est faisable dans la mesure où on est sur de la volumétrie, ce qui n'est pas notre cas. Nous sommes sur des choses qui sont très compliquées, très techniques, qui évoluent énormément et sur lesquelles on a une population qui est très limitée. Donc en faire un diplôme, ça c'est quasiment impossible, je dirais. Donc la seule variable qu'on aurait, si vous voulez, c'est de le faire reconnaître par une université comme le CNAM ou Dauphine, par exemple, si ça pouvait les intéresser. Mais bon, voilà. Après, nous, pour l'expérience qu'on en a, si vous voulez, ça fait quasiment 2 ans, donc il commence à être connu sur la place, si vous voulez. On sait qu'il a une certaine valeur. Donc, voilà. OK, merci. Ok, je voulais poser une question. Au cas là où on opte pour la formation distancielle en ce moment, comment on peut faire les cas pratiques et l'examen final?
L'examen, la préparation, donc c'est à distance, donc c'est comme une formation. Et l'examen final, donc vous êtes à distance, on vous donne un cas, vous êtes comme vous êtes connecté avec le jury, donc vous êtes en temps réel, quoi, si vous voulez. Donc vous avez le temps de travailler sur votre étude de cas et vous avez le temps de la présenter comme en formation en distanciel habituelle, je veux dire comme ce qu'on fait là maintenant. Donc c'est pareil aussi, c'est des choses qu'on a éprouvées, hein, surtout durant la période Covid. Des jurys, on en a fait un grand nombre, que ce soit pour ce certificat ou d'autres certificats qu'on fait aussi pour la CPR, sur du contrôle permanent ou sur du risque de non-conformité. Donc on a l'habitude de faire ce genre de choses, et ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Et finalement, il n'y a plus vraiment un gap très important entre le mode distanciel et le mode présentiel. Hein. C'est-à-dire que on a justement, comme disait Karim, éprouvé ça et il n'y a pas de souci en fait. Puisqu'on on met la vidéo, on garde toujours le contact. De toute façon, quand c'est la partie préparation, si je parle par exemple de la soutenance, la partie préparation, le candidat est seul dans une pièce ailleurs, en fait, où il prépare tranquillement son exposé. Donc, qu'il soit en distanciel ou en présentiel, ça ne change pas grand-chose. Et après, quand il fait sa présentation, soit il est en présentiel et il projette directement sur l'écran, ou alors en distanciel, il partage son écran et il fait sa présentation. Donc, ça ne change finalement pas grand-chose. Pas d'autres questions? Oui, si, moi j'avais juste une petite question. En moyenne, en combien de temps en fait les participants complètent le cycle Alors, il y a eu deux cas de figure, hein. Donc, il y a les cas de figure de personnes qui le font en un seul bloc. Donc, si vous voulez, et encore là, on l'a changé parce que là, j'ai un peu rallongé les durées. Si vous voulez, j'ai laissé quelques espaces entre certaines formations. Mais l'année dernière, par exemple, c'était des blocs consécutifs, donc de journées qui se suivaient. Et suite aux remarques de différents participants, que comme quoi c'était très dense, c'était trop rapproché, ça leur laissait pas trop de temps de réflexion et de travail personnel. Donc, on a pris le parti de laisser quelques trous, si vous voulez. Donc, les trous, donc les parcours sont, vous le voyez sur le planning, sont assez rapprochés. Donc voilà. Maintenant, vous avez aussi la possibilité, c'est ce qui s'est fait aussi, comme vous avez un parcours au mois de juin et un parcours au mois de décembre, c'est que vous en faites une partie au mois de juin, vous ne faites pas la totalité, et vous faites une partie au mois de décembre et vous validez votre examen avec la préparation et la soutenance. Donc vous voyez, vous pouvez l'étaler sur une année pour faire quelque chose de beaucoup plus souple, et c'est ce qu'on a eu aussi sur différents cas. Donc ça, je veux dire, c'est un peu à la carte, hein, c'est un peu l'idée, c'est vous êtes sur des sessions inter. Alors l'avantage aussi, c'est que nous à l'AFGES, les sessions en inter, on les tient à partir de 2 participants, c'est que sur toutes ces formations-là, vous êtes sûr que ça va se tenir aussi, parce que c'est pas le tout de vous dire il y a une session mais il n'y a personne et on ne le tient pas. Donc non, et d'autant plus que quand il y a un certificat, donc on n'a pas le choix, donc on est obligé donc de tenir ces sessions-là pour que vous puissiez avoir votre progression pédagogique. Et c'est obligatoirement sur une année, hein. Il y a personne ne le fait sur 2 ans par exemple, ou sur 1 an et demi, alors sur là 18 aussi, mois. Là aussi, pareil, hein, je vais vous parler d'expérience parce qu'on a ce certificat, mais on en a d'autres. La difficulté que quand on allonge la durée, si vous voulez, qu'on étale dans le temps, c'est qu'on perd un peu le fil, si vous voulez. On perd un peu la motivation. Et ce qui se passe aussi, c'est que là, on est sur des choses qui évoluent aussi rapidement. Ouais. Donc, si vous commencez BAL 3, maintenant vous êtes sur CRR2 et à la fin vous êtes CRR3, donc vous refaites le truc. Donc, bon, on peut éviter de tout refaire. Donc, voilà. Après, c'est un choix. C'est aussi des choix financiers aussi, parce que le fait de le faire sur 2 ans, ça permet de lisser le tarif, si vous voulez. Donc, voilà. Après, ça dépend des personnes. Moi, je sais que des personnes l'ont fait sur 2 ans. Des personnes qui ont essayé de le faire sur 2 ans, ça a été très compliqué d'arriver au bout. Donc, voilà, c'est vraiment, c'est vous qui décidez. D'accord. Et en termes de charge de travail personnel entre deux sessions, enfin, ou de modules, c'est quelque chose de... Vous êtes capable de quantifier ou... Alors, il n'y a pas de devoir à faire à la maison parce que ce n'est pas l'école, ok? Donc, il n'y a pas de devoir à faire à la maison. Maintenant, il y a un cours qui est fait pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Assez souvent, il y a un cahier d'exercices qui est proposé avec pas mal d'exercices et des corrigés.
Donc, c'est vraiment, entre guillemets, l'implication de chacun de dire, est-ce que moi, je veux finir mon parcours en ayant juste maîtrisé le minimum syndical pour être crédible sur le sujet, ou si je veux monter en expertise, à ce moment-là, je vais prendre mon temps pour travailler moi-même les exercices complémentaires qu'on n'aura peut-être pas développés pendant la session, mais qui sont importants pour approfondir. Vous voyez, donc c'est pour ça que quelque part, c'est vraiment du à la carte dans le sens que celui qui est, entre guillemets, débutant sur les sujets balois, le parcours pédagogique qui est proposé permet de monter en compétences pour être tout à fait crédible à la fin. Mais celui qui avait déjà un background important plus sur certains sujets, bah justement, il sera plus à l'aise, ça va permettre de consolider un certain nombre d'acquis et il sera plus à l'aise pour aller creuser un peu plus les exercices d'approfondissement qu'on propose pour être encore d'autant plus pointu à la sortie. Donc, c'est un peu ça, c'est chacun qui donne un peu l'investissement qu'il veut, mais c'est sûr qu'il y a quand même, bien sûr, c'est un certificat, donc il y a quand même un niveau minimum à avoir en fin de parcours. Donc ça, c'est un peu la conscience professionnelle de chacun. C'est très clair, merci. Voilà, voilà. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'il y a Lionel qui est en train de laisser un message. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, pour notre part, nous sommes à votre disposition. Donc, la présentation va vous être envoyée. Je vais aussi mettre le lien donc, de la vidéo qui sera sur notre site. Si vous la perdez sur notre site dans la partie Actu, elle sera aussi sur LinkedIn. Donc voilà, et si entre-temps vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Donc nous sommes à votre disposition, que ce soit Evelyne ou moi ou les autres animateurs si besoin. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir.